Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Bienvenue dans votre grande édition. Tout de suite, les sommaires. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi est invité à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État congolais a réceptionné l'invitation officielle à la cité de l'Union africaine aux mains de Jeff Radebe, envoyé spécial du président sud-africain pour la région des Grands Lacs. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a répondu le lundi aux différentes préoccupations soulevées dans le rapport du cycle électoral 2019-2023 publié par la mission conjointe d'observation électorale Moé Sanko SCC. Didi Manara a noté que le rapport de la Moé Sanko SCC a omis sciemment de souligner les innovations faites par la Commission électorale nationale indépendante, notamment la mise en place du centre Bossolo. Après sa mort tragique dans un crash d'avion, Saulos Chilima, vice-président du Malawi, a été enterré en Tcheu, son village natal situé au sud de la capitale. Le pays a observé une journée de deuil national et des dizaines de milliers de Malawites ont afflué au stade national pour lui rendre un dernier hommage. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Jeff Radebe, envoyé spécial du président sud-africain pour la région des Grands Lacs le lundi 17 juin 2024. Ce dernier lui a remis une invitation officielle de la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa qui a été réélu par l'Assemblée nationale pour un deuxième mandat en tant que président de la République le 14 juin dernier. Images et commentaires. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu Jeff Radebe, envoyé spécial du président sud-africain pour la région des Grands Lacs, qui lui a remis une invitation officielle de la cérémonie d'investiture de son homologue, Cyril Ramaphosa. Récemment réélu à la tête de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a également demandé à son émissaire de transmettre au président Félix Tshisekedi un message d'amitié et de fraternité de son pays envers le peuple frère de la République démocratique du Congo. Qualifié de brillant par Nelson Mandela, le président sud-africain, 71 ans, ancien syndicaliste devenu homme d'affaires richissime, a été reconduit le week-end dernier à la tête de l'État grâce à l'alliance de son parti, l'ANC, avec une partie de l'opposition. Dans la même soirée, le président de la République, Félix Tshisekedi, a même reçu une délégation de l'Union européenne conduite par le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič. Les discussions ont tourné autour de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Commentaire de Rantalouela. Les délégués de l'Union européenne ont tenu à rencontrer le chef de l'État pour s'enquérir de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où ils vont visiter ce mardi plusieurs camps de déplacés, dont celui de Mugunga, au Nord Kivu, qui a essuyé des tirs à l'arme lourde le 3 mai dernier. Et nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligner les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations qui en ont besoin. L'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque 1 million de nouveaux déplacements. C'est horrible.
Janez Lenarcic regrette qu'il y ait depuis le début de cette année plus qu'1 million de nouveaux déplacés dans l'est de la RDC. C'est horrible, dit-il. Il est urgent de fournir de l'aide humanitaire, mais parallèlement, l'Union européenne est prête à soutenir les efforts pour la paix en RDC, a-t-il conclu. Dans l'actualité également, dans son rapport final publié le lundi 17 juin, la mission d'observation électorale CENCO-ECC a relevé tous les défis rencontrés au cours du cycle électoral 2018-2023. Cette mission électorale demande aux autorités de légiférer autour de ces recommandations afin d'améliorer les cycles prochains. Le détail avec Ranta Aluyela. Près de 6 mois après la publication des résultats définitifs des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales en RDC, la mission d'observation électorale CENCO-ECC a dévoilé lundi 17 juin 2024 son rapport final de 2018-2024. Pour le révérend Eric Nsenga, délégué de l'ECC, les élections de décembre 2023 ont été émaillées de plusieurs irrégularités et une série de recommandations ont été formulées aux différentes parties prenantes pour améliorer le prochain cycle électoral. La MOE CENCO souligne l'urgence de légiférer sur les propositions contraignantes relatives à la démission de personnes assumant certaines fonctions incompatibles au mandat électif. Il a été constaté que certains candidats ont pu se faire élire à plusieurs postes au cours d'un même processus, instaurant ainsi des oligarchies familiales dans la gestion des affaires publiques. Il est donc fondamental de légiférer pour interdire cette pratique. La MOE CENCO-ECC recommande également de ne pas laisser à la Commission électorale nationale indépendante CENI seul le pouvoir d'organiser les déploiements et le ramassage de matériel électoral. Il est nécessaire de légiférer sur la logistique électorale pour encadrer les opérations d'enrôlement, les déploiements, la détention et le ramassage de matériel sensible. Il est proposé que le Parlement procède à l'installation de nouveaux membres de la CENI au moins 3 ans avant le jour du scrutin. De plus, compte tenu de critiques sur l'utilisation de la machine à voter, la MOE CENCO exhorte le Parlement à consulter les différentes parties prenantes pour légiférer sur la suppression ou non. La mission d'observation électorale recommande également des audits externes du fichier électoral afin de fournir à l'Office national d'identification de la population un fichier fiable pour la délivrance de cartes d'identité. Lors de la publication de ces rapports, la CENI, représentée par Didi Manara Linga, deuxième vice-président, a répondu aux critiques. Manara a rappelé que malgré les défis, la CENI a organisé les élections combinées du 20 décembre 2023 dans le délai constitutionnel, permettant ainsi l'installation des institutions. Il a souligné les efforts de la CENI pour promouvoir l'inclusion, la transparence et un processus électoral apaisé. Pour rappel, le 4e cycle électoral en RDC a confirmé la réélection de Félix Tshisekedi avec 73,4% de voix, suivi de Moïse Katumbi 18,8%, Martin Fayulu 4,92% et Adolphe Mouzito 1,12%. Au lendemain de la publication du rapport final de la mission d'observation électorale MOE CENCO-ECC, l'abbé Donatien Chollet a été reçu par le ministre de la Justice et garde des Sceaux le mardi 18 juin. Vu que pendant le processus électoral en cours, plusieurs dispositions légales ont été violées par les différents intervenants dans l'organisation des élections. Selon cette mission, c'était aussi une occasion pour le prélat catholique d'encourager le ministre d'État Constant Moutamba dans sa nouvelle mission. Suivez son propos au sortir de cette audience lui accordée. Hier, par exemple, vous avez suivi le rapport de la mission d'observation de la CENCO où il y avait quand même beaucoup à faire du côté justice dans ces pays, comme le président lui-même s'en est plaint. Si j'ai quelque chose à recommander au ministre de la Justice, j'ai appris qu'il a dressé un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là, que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien vraiment qui va vraiment traquer tout ce monde-là. Ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans les ministères, dans les entreprises d'État. Donc, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies
pour qu'il puisse apporter un souffle nouveau dans le bon sens pour l'émergence de notre justice. Puisqu'on parle du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba a reçu le lundi 17 juin l'inspecteur général des Finances et chef des services, Jules Alinguet. Les deux personnalités ont discuté des stratégies à mettre en place pour renforcer la lutte contre la corruption. Jules Alinguet a promis à la sortie de l'audience que l'IGF va rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports établissant de faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Regardez. L'inspecteur général et chef des services de l'inspection générale des finances IGF, Jules Alinguet, a été reçu le lundi 17 juin 2024 par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont évoqué la question liée à l'évolution de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. À cet effet, Jules Alinguet a fait la promesse au ministre de la Justice, Constant Moutamba, de lui faire parvenir dans les 72 heures les rapports liés aux faits de corruption recensés au cours des 3 dernières années. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces 3 dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Donc nous allons rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports ayant établi des faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandés à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes de Kisangani. Il faudrait rappeler que depuis près de 5 ans, l'inspection générale des finances est au cœur du dispositif de la lutte contre la corruption en RDC. Avec sa patrouille financière, l'inspection générale des finances a permis au Trésor public de contenir plusieurs scandales financiers, notamment au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi sur la liste de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Autre chose à présent, après les cérémonies des remises et reprises entre les membres du gouvernement sortant et ceux entrant, l'heure est à présent à la mise en exécution du programme de gouvernance de Mme Judith Suminwa, première ministre. Le vice-premier ministre, ministre du plan Guilain Nyembo-Bouizia, va travailler dans la continuité des réformes mises en place par Judith Suminwa Toulouka, jadis ministre du plan. Au regard des enjeux, Guilain Nyembo est pressenti comme la pièce maîtresse de ces gouvernements. Suivez cette réflexion de la rédaction. Diplômé d'économie d'une université belge, Guilain Nyembo avait fait sa première entrée dans le monde professionnel au sein d'une multinationale hollandaise avec des affectations en Afrique, précisément au Nigeria et au Rwanda. Cet homme d'État est connu comme un très proche du président congolais qui, à la demande de ces derniers, il a été porté à la présidence du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS comme secrétaire national de l'UDPS à la jeunesse au Benelux, alors que Tshisekedi était lui-même chargé des relations extérieures du parti. De son Katanga natal et ses proches, anciens collaborateurs étrangers et congolais, Guilain Nyembo est connu pour sa rigueur et son efficacité dans le travail avec des compétences incommensurables, discret, serviable et honnête. Il a toujours gagné la confiance du chef de l'État par sa loyauté et les résultats de son travail. C'est précisément tenant compte de ces qualités que le président Tshisekedi avait fait recours à Nyembo à la tête de son cabinet pour mettre de l'ordre à la présidence lorsqu'il y avait des épisodes de fuite de documents, des conseillers qui se battaient et signaient des documents sans compétence, une vraie cour du roi Péto, qualifiait les journalistes. Dès sa prise des fonctions, il a géré avec professionnalisme et délicatesse toutes les sensibilités
et a redonné à la présidence sa noblesse. Sous sa direction, plusieurs grands projets ont été menés au profit de la République, notamment la construction du port de Banana, la renégociation du contrat chinois, la digitalisation des services de la présidence, pour ne citer que cela. Le nouveau patron de la vice-primature au plan va travailler dans la continuité de réformes mises en place par Madame Judith Suminwa-Tuluka, jadis ministre du Plan, et y ajouter d'autres stratégies pour doter la République démocratique du Congo des outils structurels à la hauteur qui lui permettra d'atteindre son apogée. Guilain Nyembo devrait très vite se mettre au travail pour relever les divers défis qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions. Le peuple congolais attend de lui une meilleure planification en tenant compte de problèmes réels des populations qu'il faut résoudre par des projets concrets et réalistes. Connaissant l'expérience et l'expertise de l'homme, il sera la pièce maîtresse de ce gouvernement sous l'autorité de la première ministre avec laquelle il partage des relations conviviales. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jacques Djoli Esengekeli, a communié le mardi 18 juin 2024 avec les enfants du quartier Pakadjouma dans la commune de Limete. C'était à l'occasion de la commémoration de la journée de l'enfant africain qui cette année met l'accent particulier sur l'accès à l'éducation pour tous les enfants africains. Images et commentaires, Jocelyne Massiala, regardez. Ils sont venus nombreux pour participer au concours de dessin organisé par la Fondation Pakadjouma Résilience. Pour cette cérémonie, 10 enfants au total ont été sélectionnés, parmi lesquels 3 ont été primés par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Djoli Esengekeli, en leur octroyant les diplômes de mérite. L'occasion faisant le larron, le professeur Jacques Djoli a félicité les organisateurs pour avoir choisi le site de Pakadjouma, une manière de montrer la souffrance de la population. L'avenir de notre pays repose sur les enfants. Donc nous avons à avoir une vision programmatique parce que si vous voulez détruire un peuple, il suffit simplement de toucher à l'éducation, à la formation des enfants. Vous allez avoir alors un pays où les prisons seront beaucoup plus intéressantes. Vous allez avoir du banditisme. Vous allez avoir ce qu'on appelle les clowns et les autres. Donc notre devoir ici, c'est d'encadrer ces enfants, de créer les conditions pour qu'ils puissent bien étudier. Nous devons les soutenir avec les moyens de bord, les kits, pour qu'ils puissent avoir des matériels classiques pour les objets de classe, comme on dit, pour qu'ils puissent avoir les conditions d'encouragement pour faire voir leur talent comme on a vu aujourd'hui. Il y a des médecins ici, il y a des sculpteurs, mais il y a aussi, comme eux-mêmes on dit, des futurs députés, des futurs ministres. Donc nous devons leur donner la chance et nous avons choisi cet espace de Pakadjouma qui symbolise à la fois l'image de nos difficultés. Signalons que cette journée de l'enfant africain est célébrée en mémoire des enfants de Soweto massacrés par le pouvoir de l'apartheid pour avoir protesté lors d'une marche contre l'injustice et les inégalités en matière de l'éducation. Dans le reste de l'actualité, comment s'est comporté en cas d'incendie? Une parade a été organisée hier lundi 17 juin par la Direction générale des secours et d'incendie à l'esplanade du Palais du Peuple. Oscar Okito-Djeko, les superviseurs de sapeurs-pompiers, a donné des orientations pour mieux organiser le moyen des secours. Laetitia Moulalou pour plus de détails. Le secours d'urgence aux victimes d'accidents, des sinistres ou des catastrophes, ainsi que leur évaluation, ce sont là les assignations de la Direction générale de secours et d'incendie qui a tenu une parade générale sous la conduite de Oscar Okito, superviseur national des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo. Donc pour les sapeurs-pompiers, que tout le monde se tranquillise, nous sommes en train de travailler pour la réussite. Nous sommes représentés dans les 26 provinces. Et ce qui reste maintenant, c'est juste l'organisation des services et la nomination des animateurs
volontaire par l'ordonnance présidentielle. Nous avons un nouveau patron de l'intérieur qui est arrivé, que nous saluons en passant, Maître Chaban. Nous lui disons merci et nous allons le soutenir jusqu'à la fin pour qu'il puisse réussir les mandats. Pour le président de la République, moi je l'appelle le premier homme, le premier sapeur-pompier de la République. C'est lui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lui disons merci là où il est, parce qu'il a fait les efforts énormes. C'est grâce à lui, il nous a doté une direction générale de secours et d'incendie. Nous avons encadré la jeunesse. Oscar Okito a donné quelques orientations et instructions à ses sapeurs-pompiers sur la protection des personnes, de leurs biens, de l'environnement, la prévention et évaluation des risques de sécurité civile et enfin la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours. Une table ronde culturelle se prépare entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Cette réunion se tiendra à la fin du mois de juin. L'objectif est de régler les litiges culturels qui existent entre les deux États. Cette table ronde va se tenir plusieurs années après les tables rondes politiques et économiques. La table ronde politique a débouché sur l'indépendance obtenue le 30 juin 1960, contrairement à la table ronde économique qui n'a pas permis à la RDC de prendre en main son destin économique. Le détail dans cet élément. À la veille de l'indépendance de la RDC, il s'est tenu en Belgique une table ronde qui avait abouti justement à l'indépendance du Congo belge. Peu après, les pères de l'indépendance ont milité pour la tenue d'une table ronde économique. La colonisation mêlée à ces deux événements ont laissé beaucoup de plaies entre les deux pays, des plaies qu'il faudra cicatriser pour avancer. C'est ce que pense Juliana, la fille de Patrice Emery Lumumba, un des pères de l'indépendance de la RDC. Nous avons une histoire commune. Cette histoire commune, elle est longue. Mais je pense, à mon humble avis, que d'abord, il faudrait combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, qui ont tissé des liens très nombreux et profonds. Mais lorsque je parle du fossé mémoriel, parce qu'il ne s'agit pas ici d'être dans la victimisation d'un côté ou de faire le procès ou un tribunal à la colonisation. Il s'agit surtout de réconcilier, de la réconciliation des mémoires pour arriver à une mémoire apaisée. Pour le secrétaire général, la tenue d'une table ronde culturelle n'est pas évidente, d'autant plus que la table ronde économique n'a pas donné les résultats escomptés. L'économie congolaise est majoritairement tenue par les étrangers. Le père de l'indépendance voulait qu'après l'indépendance politique, nous ayons aussi l'indépendance économique. À partir de l'indépendance économique, les richesses de notre pays, que nous-mêmes, nous puissions transformer ces richesses en produits finis à partir de notre pays pour donner les moyens au gouvernement de la République de pouvoir transformer notre pays et de transformer l'Afrique. Et jusqu'à présent, notre économie est toujours entre les mains des étrangers. Et que nous n'avons pas cette indépendance. La RDC se prépare à fêter le 64e anniversaire de son indépendance. Les organisateurs de ces tables rondes culturelles ont choisi ce moment pour repenser les relations belgo-congolaises. En société, les réseaux sociaux qui sont utilisés librement pour communier et interagir entre humains sont devenus pour certains une source de conflits ou moyen pour se régler des comptes en République démocratique du Congo. Les gens publient ou postent des contenus sans respecter les vies privées des autres. Toutes les personnes catégories confondues sont souvent victimes des publications de certaines situations privées dans les réseaux sociaux. L'injure, la diffamation, la calomnie, les fausses informations sont des moyens pour certains de se faire de l'argent à travers les réseaux sociaux, une pratique que nombreux n'approuvent pas. Suivez ces reportages.
La semaine qui s'est achevée n'a pas été différente des autres sur les réseaux sociaux en RDC. Les événements sur les réseaux sociaux sont commentés dans tous les sens, même pour les situations qui nécessitent la compassion et la solidarité de tous. À Kinshasa, les décès de Pasteur Barotti et de Blanche Odiakandolo Tunasi, épouse de Marcelo Tunasi, pasteur de l'église de Réveil, la Compassion, ont fait ressurgir les émotions des internautes, surtout dans les réseaux sociaux. Depuis l'annonce de ces deux décès dans la capitale congolaise, deux tendances apparaissent dans les réseaux sociaux. Il y a ceux qui compatissent au décès de ces deux serviteurs de Dieu et ceux qui publient des messages considérés inappropriés pour cette circonstance. Aucun respect pour les morts, aucun respect pour la vie privée de la famille éplorée. Les messages s'échevauchent à tel point que certains n'y sont pas restés insensibles. Beaucoup condamnent cette manière de publier des tristes nouvelles, le tout pour un seul objectif: faire le buzz et gagner de l'argent grâce au nombre élevé de vues. Dans notre pays, tout le monde veut être dans le buzz. Il cherche juste un truc, bien qu'il sait que ce n'est pas vrai, vu qu'il a des mégas dans son téléphone. Il écrit des choses et pousse les gens à les partager pour que ça devienne un sujet de polémique. Aujourd'hui, les Congolais n'ont plus honte. Les gens s'insultent sur les réseaux sociaux comme si l'État n'existe pas. Personne ne peut le poursuivre. Mais ils oublient que dans les téléphones qu'ils utilisent, leurs identités sont visibles. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas le monde d'intérêt à tout. Depuis, les gens s'insultent, partagent des faussetés sur les gens. Des choses comme ça, mais c'est pas... L'État congolais doit poursuivre les auteurs de toutes ces diffamations, recadrer et réguler certaines choses en rapport avec tout ce qui est communication des réseaux sociaux. Pour beaucoup de personnes interviewées, les réseaux sociaux nous divisent, nous éloignent de nos proches et laissent place à la jalousie et à la haine. Bien plus, réalisent de moins en moins le dialogue dans les familles. Nous constatons de plus en plus que les morts ne sont plus respectés dans notre société. Tout le monde peut dire n'importe quoi sur la personne qu'on n'a même pas fréquentée, qu'on ne connaît même pas. Mais quand cette personne décède, on prend quand même cette peine-là de faire des directs, de faire des émissions pour profaner la mémoire de cette personne. Donc, c'est ce qui est vraiment aberrant. Quand il n'y a plus de compassion, donc il n'y a plus de compassion, on voit dans d'autres chaînes que je ne peux pas citer des noms dans les chaînes qu'on a créées, X, Y, et des influenceurs, c'est qu'ils disent, au lieu que ça nous rapproche, au lieu de cultiver l'amour entre nous, au contraire, ça cultive un sentiment de dégoût. Les réseaux sociaux doivent contribuer à la découverte des autres cultures, des opportunités d'affaires, la diffusion de la bonne information et des connaissances pour l'épanouissement de tous. C'est dans cette optique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la RDC a pris l'initiative de mener une campagne contre l'immoralité et la délinquance dans les médias et les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Prenons l'actualité en dehors de nos frontières. Après sa mort tragique dans un crash d'avion, Saulos Chilima, vice-président du Malawi, a été enterré le lundi 17 juin 2024 à Tché, son village natal situé au sud de la capitale. Le pays a observé une journée de deuil national et des dizaines de milliers de Malawites ont afflué au stade national pour lui rendre un dernier hommage. Regardez. La journée du 17 juin a été déclarée fériée pour permettre aux citoyens de participer aux funérailles nationales organisées en l'honneur de Saulos Chilima. Lors de la cérémonie, l'armée a tiré 19 coups de canon en hommage au défunt vice-président. Les personnalités politiques, y compris le président Lazarus Chakwera et les 3 anciens présidents du Malawi, ont déposé de couronnes de fleurs sur les cercueils de Saulos Chilima. Élu vice-président en 2014, Saulos Chilima, âgé de 51 ans, jouissait d'une grande popularité, surtout parmi les jeunes. L'accident d'avion lui a coûté la vie, ainsi qu'à 8 autres personnes présentes dans l'avion. L'appareil a rencontré des conditions météorologiques difficiles et a disparu dans des radars après que le contrôleur aérien a demandé aux pilotes de ne pas atterrir à Mzuzu. Des centaines de soldats, policiers et gardes forestiers ont mené des recherches pendant plus de 24 heures avant de retrouver l'épave de l'avion dans une plantation forestière au sud de Mzuzu. Sans parti, le mouvement uni pour la transformation
opposition, allié au parti du Congrès du président Lazarus Chakwera, a demandé une enquête approfondie sur l'accident. En réponse, le président Chakwera a promis de faire toute la lumière sur les circonstances du drame et a sollicité l'aide du gouvernement étranger pour mener l'enquête. Place à présent au rappel des titres. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi est invité à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État congolais a réceptionné l'invitation officielle à la cité de l'Union africaine aux mains de Jeff Radebe, envoyé spécial du président sud-africain pour la région de Grand Lac. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a répondu le lundi aux différentes préoccupations soulevées dans le rapport du cycle électoral 2019-2023 publié par la mission conjointe d'observation électorale Moé Sanko SCC. Didi Manara a noté que le rapport de la Moé Sanko SCC a omis sciemment de souligner les innovations faites par la Commission électorale nationale indépendante, notamment la mise en place du centre Bossolo. Après sa mort tragique dans un crash d'avion, Saulos Chilima, vice-président du Malawi, a été enterré à Ntche, son village natal situé au sud de la capitale. Le pays a observé une journée de deuil national et des dizaines de milliers de Malawites ont afflué au stade national pour lui rendre un dernier hommage. C'était là l'actualité dans toute son intégralité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes en notre compagnie. Au revoir.